Bonjour à tous. Donc je pense qu'on est au complet, qu'on va pouvoir commencer cette webconférence. Donc Clément et moi, on est très heureux de vous accueillir pour cette première webconférence organisée par le groupe Figuière et ses agences Sextus Mirabeau et Pelletier Savon. C'est une première pour nous. Et pour cette première webconférence, on a choisi d'aborder un thème, une question qui nous revient souvent de la part de nos clients. Investissement locatif dans l'immobilier neuf ou ancien, que choisir ? Nous vous invitons à participer à cette conférence collaborative. Aussi, pour le confort de tous, merci de bien vouloir conserver les micros coupés. Néanmoins, vous pouvez nous faire part de toutes vos questions, réflexions, interrogations en utilisant le bouton conversation ou en levant la main et nous serons à ce moment-là ravis d'entendre votre point de vue. Sachez également que cette visioconférence sera enregistrée et qu'on vous enverra la copie de l'enregistrement à l'issue de ce déroulé, ainsi que le PowerPoint que nous avons préparé en support. Eh bien, Annabelle, commençons à présent à visualiser le sommaire de ce qui nous attend ce soir. Exactement. Alors, ce soir, nous allons commencer par vous faire une présentation rapide et succincte des intervenants. Puis, nous prolongerons le thème par une petite introduction sur le thème de l'investissement immobilier. Poursuivra une première réponse à la traditionnelle question du pourquoi le neuf est-il aujourd'hui plus cher que l'ancien en France. On évoquera ensuite les critères de choix à retenir pour l'investissement locatif de manière générale. On poursuivra cette conférence avec deux exemples sur Aix-en-Provence et sur Lambesc afin de vous proposer un comparatif entre l'ancien et le neuf. Et s'en suivra un temps de synthèse, de conclusion et de questions éventuelles pour pouvoir prolonger le débat et échanger ensemble. Donc, je te laisse, chère Annabelle, te présenter et nous faire part de ta présentation personnelle. Voilà, alors je me présente. Donc, je suis Annabelle Falcon. Je suis responsable des ventes immobilier neuf pour le groupe Figuière et les agences Sextus Mirabeau, Pelletier Savon depuis bientôt 1 an maintenant. Avant ça, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la promotion immobilière sur des opérations dans la région parisienne et les Alpes. Et puis, j'ai décidé de faire évoluer ma carrière et de mettre à profit toute l'expertise que j'avais acquise au profit de la commercialisation des programmes immobiliers. Donc, je me suis tout naturellement tournée vers le groupe Figuière, qui est un groupe référence de l'immobilier dans le pays d'Aix, et qui est également un groupe local, familial et indépendant, avec des équipes d'un très très haut niveau d'expertise, et dont je partage totalement les valeurs. Donc, depuis 1 an, au sein de ce groupe et ses agences, j'accompagne des clients, que ce soit pour l'acquisition d'une résidence principale ou pour réaliser un investissement locatif dans l'immobilier neuf. Maintenant, je te passe la parole, Clément, pour te présenter. Effectivement, très content de t'avoir à nos côtés au quotidien, Annabelle. Merci. Me concernant, je m'appelle Clément Guillotot, je suis issu d'une formation BTS profession immobilière que j'ai réalisée à Nantes il y a une douzaine d'années. S'en est suivi depuis plusieurs expériences immobilières dans le conseil en immobilier principalement, et une dizaine d'années au sein des agences Sextus Mirabeau Pelletier Savon en tant que conseiller immobilier et manager des équipes vente Sextus Mirabeau et Pelletier Savon. Donc 2 agences locales avec pignon sur rue et une réelle compétence pour vous accompagner dans tous vos projets, achat, vente, location, gestion, résidentielle, haut de gamme, prestige et bien entendu l'investissement et la défiscalisation de manière générale. Donc, maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, on va réaliser une petite introduction sur l'investissement d'une manière générale. Est-ce que Clément, tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, donc on va poursuivre effectivement cette conférence avec l'introduction sur le thème de l'investissement de manière générale, qui fait toujours débat, réflexion. Est-il toujours intéressant et judicieux de considérer l'investissement immobilier malgré la hausse des taux, malgré des prix qui sont parfois au plus haut? Beaucoup d'entre vous se posent effectivement ce genre de questions et se posent également d'autres questions compte tenu du contexte actuel et des actualités plus que fraîches sur la réforme des retraites ou sur la baisse du pouvoir d'achat. On se demande alors comment concilier un petit peu toutes ces nouveautés, toutes ces actualités,
comment pouvoir s'orienter dans un marché qui est difficile et tendu, avec des contextes peu évidents, et comment faire en sorte donc d'assurer éventuellement une retraite, de transmettre son patrimoine ou de sécuriser ses placements. De là, il n'est pas toujours évident effectivement d'y voir clair en 2023, d'où la nécessité de s'entourer de conseils et de faire un point le plus complet possible en fonction des attentes et des besoins des uns et des autres. D'où les questions. Et la dernière question qui revient ce soir, doit-on favoriser l'investissement locatif? Et si oui, l'ancien, le neuf, que doit-on faire? Et donc, je crois qu'on va passer sur une première thématique pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et de éclairer votre lanterne en répondant à la question suivante. Annabelle, pourquoi le neuf aujourd'hui est-il plus cher de manière générale que l'ancien? Effectivement, il nous paraissait intéressant de commencer par ça, puisqu'on a tous en tête que l'immobilier neuf, c'est plus cher. Mais c'est important de pouvoir comparer des choses comparables et de vous expliquer pourquoi cet immobilier neuf est plus cher. Est-ce qu'on a aujourd'hui sur cette tendance des chiffres ou des cas concrets pour préciser que l'immobilier neuf est plus cher, ou est-ce que c'est un ressenti simplement? Non, tout à fait, c'est un fait. Le laboratoire de l'immobilier nous dit d'ailleurs que ce prix moyen, il est supérieur d'environ 33% à l'échelle nationale. Toutefois, le laboratoire de l'immobilier nous dit aussi que c'est très variable suivant la localisation du bien dans lequel vous souhaitez investir et que dans les zones tendues, comme à Paris ou à Aix-en-Provence, cet écart tend à se réduire de manière importante. Par exemple, sur Paris, on est plus aux alentours de 9%. Et ça s'explique par certains facteurs sûrement au quotidien? Tout à fait. Cette explication, elle est très simple. Elle est que lorsque vous achetez un logement neuf, vous allez vous acquitter de la TVA à 20%, ce qui va renchérir le coût du logement. Ça va également comprendre des coûts de la construction, dont on sait que l'évolution du prix des matières premières fait que les coûts de construction sont en hausse, et un coût du foncier, donc des terrains, qui est relativement élevé et tend à augmenter compte tenu de la raréfaction des terrains dans les zones tendues. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est les seuls points qui ont un impact, ou est-ce que tu vois d'autres éléments qui influent? Il y en a d'autres et c'est important de les avoir en tête. Quand vous achetez dans l'immobilier neuf, vous achetez un appartement avec au moins une à deux places de parking. Et ces places, on les estime entre 15 000 à 30 000 euros, suivant la localisation du bien. Également, vous allez acheter un appartement qui va répondre aux toutes dernières normes, que ce soit en matière d'acoustique ou en matière d'isolation énergétique. Et donc, ce sera un logement bien plus confortable parce qu'on n'entendra pas le bruit des voisins et que ce sera facile et plus économique à chauffer. Ce surcoût lié à la réglementation et aux dernières normes, on l'évalue à environ 10% de la valeur d'un logement neuf. Donc, quand on met tout ça bout à bout, ça explique cet écart de prix entre l'immobilier neuf et l'immobilier ancien. On vous le dit en introduction, parce que c'est important quand ensuite on va étudier la rentabilité des investissements, de savoir qu'il faut comparer les mêmes choses. Donc, c'est l'ensemble de ces paramètres qui aujourd'hui, si on synthétise un peu, font qu'il y a une différence entre le prix de présentation du neuf et ce qu'on peut retrouver dans l'ancien. Exactement. C'est cette synthèse-là qui permet de bien comprendre pourquoi on peut arriver à un écart de plus de 30% à certains moments, à certains endroits. De certains endroits. C'est bien clair. Tout à fait. Alors, on va passer au chapitre suivant et notamment répondre un petit peu plus loin pour savoir si cela doit être un frein à l'investissement neuf. Alors, on va effectivement poursuivre avec le prochain chapitre qui est les critères de choix à retenir pour l'investissement. Et Annabelle, je te propose de commencer à répondre à la problématique sur les objectifs et attentes de cet investissement. Voilà, donc on rentre dans le cœur de notre sujet, c'est-à-dire quels sont les critères qui vont vous orienter plus vers l'immobilier ancien ou vers l'immobilier neuf lorsque vous réalisez un investissement. Le premier thème et le premier critère pour nous qu'il est important que vous ayez en tête, c'est vos objectifs d'investisseur. Je vais vous donner 3 exemples pour illustrer un peu mon propos. Un premier exemple d'investisseur, c'est quelqu'un qui chercherait à investir pour avoir une rente ou un complément de retraite sécurisé.
Donc, par exemple, vous avez des sommes à investir, vous n'avez pas énormément capitalisé pour la retraite et vous voulez vous assurer une rente fixe. À ce moment-là, on vous conseillera plutôt de vous orienter vers l'immobilier neuf parce qu'il y a des dispositifs qui existent qui s'appellent LMNP 9, donc le loueur meublé non professionnel. C'est l'investissement dans les résidences seniors ou étudiantes qui vous offre de très belles rentabilités à plus de 4% avec une rente garantie par le gestionnaire. Donc, ce n'est pas des investissements qui sont faits pour faire de l'achat-revente à court terme, mais par contre, pour un complément de retraite, c'est d'excellentes opportunités d'investissement. Avec des tickets d'entrée qui sont assez accessibles, abordables de manière générale. Exactement. Pour les gens qui n'ont pas une grosse capacité d'investissement, ça permet aussi d'investir avec des tout petits tickets d'entrée, donc parfois plus facile que dans l'immobilier traditionnel où là, on a des prix plus importants. Le deuxième exemple d'objectif d'investisseur, c'est quelqu'un qui cherchera à faire une opération d'achat-revente pour se constituer du patrimoine et pour tirer une forte plus-value à la revente. À ce moment-là, il est clair qu'on vous orientera plutôt sur l'ancien, sur des biens à rénover, que vous pourrez mettre en location LMNP encore, loueur meublé non professionnel, mais cette fois pas dans une résidence gérée. À titre particulier, ce statut vous permet d'amortir la valeur de votre investissement pendant la durée de l'investissement sur les loyers que vous allez percevoir et en faisant ça, de quasiment pas payer d'impôt sur les revenus locatifs. Donc, c'est la meilleure manière de rentabiliser votre investissement dans le cadre d'une opération d'achat-revente. Troisième exemple, vous avez des sommes à placer, à investir et vous voulez optimiser vos impôts. À ce moment-là, on vous orientera à nouveau vers le neuf, puisque l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs qui vous permettent d'avoir accès à des réductions et crédits d'impôt et d'optimiser vos impôts. Ces dispositifs, ils ont pour but de favoriser la construction de logements neufs en France, vu qu'on en manque, et ils vous permettent à vous, en tant qu'investisseur, de réduire votre imposition. Donc, il y a évidemment le dispositif Pinel, qui est le plus connu. Mais suivant votre profil, il y en a d'autres qu'on pourra vous présenter, comme les dispositifs Malraux, qui ouvrent droit à une forte réduction d'impôts, mais dans un cadre vraiment très précis réglementé, ou le démembrement en nue propriété, qui permet à des personnes imposables à l'IFI ou qui ne veulent pas être imposables à l'IFI de faire de très beaux investissements en ne pas dans les assiettes d'imposition IFI. Donc voilà, trois cas différents avec trois objectifs d'investissement différents qui font qu'on vous orientera plutôt vers l'ancien ou plutôt vers le neuf. D'où la priorité de définir clairement les objectifs et attentes avant de passer au choix de l'investissement. Exactement. Très bien. On va évoquer un autre critère qui a toute son importance aujourd'hui dans le choix de votre investissement. Ça concerne la disponibilité du bien. Effectivement, la première idée quand on passe la porte de nos agences pour acheter du neuf, c'est de demander la date de disponibilité du programme, qui bien souvent s'étale entre 15 à 18 mois, voire un peu plus parfois lorsqu'on est en début de commercialisation. Et cela peut rebuter effectivement certains de nos acquéreurs. Donc, ça fait partie des critères à prendre en considération. Il faut aussi conserver en mémoire que on reste malgré tout sur Aix et sur le pays d'Aix sur des zones tendues où il fait bon vivre et où on a une demande forte en termes d'acquéreurs. Et donc, il n'est pas toujours évident de satisfaire la demande acquéreur, même dans l'ancien, même avec des critères assez ouverts et assez faciles. Il n'est pas toujours évident de pouvoir répondre clairement à ce qu'il faut en termes de recherche. Et donc, une recherche dans l'ancien peut aussi prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est malheureusement pas rare pour certains de nos clients de devoir poursuivre leur recherche pendant 1 à 2 ans avant de pouvoir trouver le bien idéal. Donc, parfois, il est quand même important de considérer ce qui se fait aussi dans le neuf, même si vous avez une envie d'immédiateté de votre projet. On est sur des secteurs qui sont très tendus et qui ne permettent pas toujours de pouvoir concrétiser le projet dans des délais rapides, et ce même dans l'ancien, même si de manière générale, on constate que ça va un petit peu plus vite par le biais de l'ancien, si on n'a pas des critères d'exigence trop nombreux, dirons-nous. Donc voilà pour le point suivant qui détermine effectivement aussi le choix de l'investissement. Annabelle, est-ce que tu peux nous
parler un petit peu plus précisément de la fiscalité, qui est aussi un point important dans nos choix du quotidien. Tout à fait. Donc, comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, la fiscalité, c'est aussi un critère de choix pour s'orienter vers le neuf ou vers l'ancien. Donc, je vais en parler, mais de manière quand même succincte, parce qu'on pourrait passer une journée entière sur la fiscalité de l'immobilier. Donc, c'est pas le but aujourd'hui. Mais grosso modo, l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs pour stimuler la construction de logements neufs en France. Donc, le premier, je vous disais, le plus connu, c'est le dispositif Pinel. Alors, Pinel, ça consiste en quoi? Ça vous permet d'investir dans un immeuble de logement collectif dans des zones tendues. Ces zones, elles sont définies par l'État, les zones A, A bis ou B1. Par exemple, à Aix-en-Provence, on est en zone A, en zone tendue. Et dans le cadre de ces projets éligibles, vous pourrez acquérir un bien et déduire un pourcentage du montant de cette acquisition directement de vos impôts. Donc, ces pourcentages, pour 2023, c'est 17,5% si vous vous engagez à louer pour 6 ans, c'est 15% si vous vous engagez à louer sur 9 ans et 10,5% si vous vous engagez à louer sur 12 ans. Donc ça, c'est les taux 2023, ils viennent de changer, mais on a encore des programmes accessibles aux taux de 2022 qui sont un peu plus élevés. C'est le dispositif qu'on appelle Pinel Plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le montant de l'investissement sur lequel vous pouvez déduire une partie de vos impôts, il est plafonné à 300 000 euros et à 500 000 euros, 5 500 euros par mètre carré. Donc, dans les zones où le prix au mètre carré dépasse ce plafond, vous ne pourrez pas déduire la totalité du dispositif Pinel de vos impôts. D'où l'intérêt d'aller peut-être vers des zones un petit peu moins chères. Il faut savoir aussi donc, que vous avez un engagement de mise en location de votre bien et que pour pouvoir louer, il faudra respecter un loyer maximum fixé par la loi Pinel et louer à des personnes soumises à plafond de revenus. Donc voilà pour le dispositif Pinel. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le seul. Dans le neuf, il y a d'autres dispositifs qui existent. Par exemple, le démembrement de nue propriété. Là, on est sur un dispositif fiscal donc pour des personnes à plus haut revenu qui potentiellement sont imposables à l'IFI et pour qui ça peut être intéressant de n'acheter que la nue propriété. Donc le démembrement, c'est que quand vous allez acheter, on sépare la nue propriété, donc la possession des murs, de l'usufruit, c'est-à-dire de l'usage du bien. Vous, pour environ 70% de la valeur du bien, ça dépend des programmes, vous allez acheter les murs, la nue propriété, et un bailleur social, donc pour 30% de la valeur du bien, va acheter l'usufruit pendant 15 à 18 ans en général. Au bout des 15 à 18 ans, que se passe-t-il? Eh bien, au bout des 15 à 18 ans, vous récupérez les 100% de la valeur du bien sans avoir à rajouter d'argent du tout. Pendant les 15 à 18 ans, le bailleur aura géré entièrement le bien pour vous. Vous n'aurez pas touché le loyer, mais vous n'aurez payé aucun impôt ni sur les revenus locatifs, ni taxes foncières, ni IFI, puisque ça ne montre pas dans la base imposable à l'IFI. C'est une vraie réserve, c'est un vrai placement. Voilà, c'est un placement. Il ne faut pas avoir besoin d'une rente immédiate, mais par contre, c'est extrêmement pratique pour la succession et la transmission. Et pouvoir aussi envisager une vraie plus-value, probablement. Et envisager une vraie plus-value, puisque vous aurez payé votre bien 70% de sa valeur réelle. Dernier dispositif dont je voulais vous parler dans le neuf, le dispositif Malraux, qui là est un dispositif qui vise à stimuler l'investissement dans les centres historiques et sur le patrimoine remarquable. C'est un dispositif qui est très encadré, vous ne pouvez pas le faire vous-même comme ça de votre côté, mais quand vous investissez dans ce type de programme, vous pouvez déduire 22 à 30% du montant des travaux qui ont été réalisés de votre imposition. Donc, c'est extrêmement intéressant. Vous avez là aussi une obligation de location pendant 9 ans et un plafond. Vous pouvez déduire maximum 400 000 euros sur une assiette de 400 000 euros sur 4 ans. Mais c'est extrêmement intéressant pour les hauts revenus. Ça se réserve à quelques biens particuliers également. Voilà, on a 2-3 programmes sur Aix-en-Provence qui sont éligibles à ce dispositif Malraux. Mais ça vous permet d'acquérir un bien de très grande qualité puisque vous pouvez acheter dans le centre-ville d'Aix-en-Provence
des appartements vraiment remarquables. Il y a un montage qui fait qu'on sépare la partie acquisition des murs et la partie travaux. Et de la partie travaux, vous déduisez donc 30% du montant de ces travaux de vos impôts, tout simplement. Très bien. Donc, une première fenêtre, effectivement, sur la fiscalité qui peut être beaucoup plus intense et complétée, si besoin, en se rapprochant d'Annabelle pour y voir plus clair en fonction de vos projets. On note tout de même que dans l'ancien aussi, il existe des dispositifs d'optimisation fiscale. C'est le fameux statut LMNP, loueur meublé non professionnel, qui va vous permettre d'amortir la valeur de votre bien sur la durée de votre investissement et de venir déduire ces amortissements de vos revenus locatifs. Tout comme les travaux, l'achat de meubles et tout ce qui gravite autour. Donc, un régime effectivement assez intéressant pour constituer un patrimoine sans générer d'impôts supplémentaires en tout cas. Voilà, sans générer de l'impôt supplémentaire qui diminuerait votre rentabilité. C'est quelque chose pour lequel il faut se faire accompagner d'un expert comptable qui va réaliser des tableaux d'amortissement et qui vous permettra ensuite de faire votre déclaration d'impôt et d'arriver à une imposition un surplus d'impôt quasiment nul du fait des revenus locatifs que vous allez percevoir. Voilà pour ce volet fiscalité. Très bien. Merci, Annabelle. Je propose qu'on rentre dans le nerf de la guerre et qu'on parle maintenant rentabilité. Effectivement, les nerfs de la guerre, puisque c'est un sujet qu'on aborde quasiment en premier lieu une fois qu'on nous parle de réaliser un investissement locatif. Et il est bon de rappeler que la rentabilité brute ne doit pas être le cœur du sujet, puisqu'effectivement, on peut se rendre compte qu'une rentabilité, une opération, va être jugée intéressante ou non à la fin et au terme de l'investissement. Il y a effectivement tout un tas de paramètres à prendre en considération. Alors, on pourrait dresser deux constats pour tout de même répondre à la question de la rentabilité brute. La première est de dire que dans le neuf, de manière générale et dans nos régions, on serait sur une rentabilité qui oscille entre 2 à 4%, là où dans l'ancien, on serait plutôt sur 3 à 5%. Donc, de manière générale, effectivement, ça donne une tendance et une ligne pour pouvoir savoir ce qu'il en est de manière un peu globale, mais il est important surtout de prendre en considération le marché local et les perspectives d'avenir. Et là encore, ça fait partie des critères de choix qu'il faut retenir. Est-ce qu'on souhaite s'orienter sur, merci Annabelle pour cette lumière, est-ce qu'il est important de s'orienter sur une rentabilité à 10%, et donc dans ce cas-là peut-être aller sur des secteurs moins qualitatifs, ou est-ce qu'on s'oriente sur des adresses de renom, des emplacements plus rares et qui vont effectivement nous orienter sur des emplacements plus qualitatifs qui seront donc plus recherchés à la revente, plus rares et donc qui auront une valeur plus importante. Donc, on a vraiment l'aspect de la rentabilité qui est vraiment à creuser lorsque vous menez un projet, qui est de savoir si vous voulez effectivement soit aller sur une rentabilité immédiate forte sans qu'on puisse forcément garantir une vraie valeur à la revente, ou alors effectivement aller sur des rentabilités brutes qui semblent moins fortes, mais qui à la revente permettront d'être vraiment valorisées, car un emplacement rare, recherché, qui favorisera la plus-value, ou en tout cas l'aisance de la revente. Alors, je vois, et je fais une petite coupure puisqu'on a une question qui nous vient pour le sujet du LMP, pour les personnes qui ont plusieurs biens. Donc, LMP, loueur meublé professionnel, effectivement, il y a plusieurs statuts qui peuvent aujourd'hui être abordés. On a fait le choix d'aller au plus succinct et d'aller vraiment sur le neuf, l'ancien. On ne va pas spécialement faire de chapitre aujourd'hui sur le LMP. On peut être amené par contre à en rediscuter en comité restreint pour ceux que ça intéresse. On peut effectivement prendre rendez-vous pour creuser le sujet et vous accompagner là aussi sur le loueur meublé professionnel si c'est votre question et votre souhait. Mais on ne va pas faire de focus dessus ce soir. Petit point pour clôturer sur la rentabilité brute. Si vraiment on est attaché à calculer ce pourcentage-là, il faut tenir compte dans l'ancien du prix d'achat, des frais de notaire qui s'élèvent à 7,7% et des travaux, là où dans le neuf, on va plutôt avoir le prix d'achat qui est l'enveloppe globale et des frais de notaire réduits, donc de l'ordre de 2%, si je ne dis pas de bêtises, 2,5%, et qui parfois, dans le cadre d'opérations spéciales ou d'ouverture, peuvent être offerts. Donc, ça fait quand même une différence assez notable sur l'impôt qui est payé au moment de l'achat, puisque dans l'ancien, on va être sur du 7,7 et dans le neuf, plutôt sur du 2,5. Donc voilà les points qui peuvent aussi avoir une incidence
sur la rentabilité. Mais comme vous l'avez compris, rentabilité qui a un intérêt à la limite à la finalité de l'investissement. Exactement. Alors, autre point qui a son importance. Voilà, un point dont on ne parle pas souvent, mais nous, ça nous paraît quand même essentiel, c'est votre disponibilité personnelle quant à cet investissement. Investir dans le neuf ou dans l'ancien, ça ne va pas vous demander le même investissement, la même disponibilité, notamment du fait du temps nécessaire à passer à la recherche du bien immobilier dans l'ancien. Clément l'a un petit peu dit tout à l'heure, ça peut prendre un certain temps de trouver le bien qui vous apportera la rentabilité que vous recherchez et qui vous plaît, dans le secteur qui vous plaît. Donc tout ça, ça peut être très rapidement chronophage, mais pas que. Si vous investissez dans l'ancien, peut-être vous avez l'intention de faire des travaux pour rénover votre bien. Et faire des travaux, c'est établir les devis, trouver les entrepreneurs, suivre les travaux. Donc tout ça, ça va également prendre du temps. Pendant la durée de vie de votre investissement, si vous avez investi dans un immeuble ancien, peut-être il y aura des travaux de copropriété, notamment liés aux nouvelles lois énergétiques, loi climat et résilience. Donc tout ça, ça prend également du temps. Et pour la location, ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire que nous, on constate au sein des agences qu'il y a beaucoup plus de turnover de locataires dans l'ancien que dans le neuf, tout simplement parce que dans le neuf, on va être sur des logements plus qualitatifs et agréables, et qu'en plus, avec les dispositifs fiscaux, on est souvent à des niveaux de loyer inférieurs au marché, puisqu'on est à des loyers plafonnés par le Pinel. Donc, au global, investir dans le neuf, c'est au départ trouver le programme qui vous convient, effectuer la réservation, passer chez le notaire, mais après, vous êtes quand même relativement tranquille. Investir dans l'ancien, ça va vous demander un temps beaucoup plus important. C'est aussi une simplification dans le neuf, puisqu'il y a effectivement une continuité de l'opérationnel, puisqu'effectivement tout est neuf, comme le nom l'indique, et donc moins de petits soucis, moins de tracas au quotidien. Un point qu'on n'avait pas évoqué également et qui semble important, c'est que dans le neuf, vous allez avoir le choix du roi sur le programme. Est-ce que je préfère un dernier étage, une expo sud, une expo ouest, nord, quelle orientation, quel étage, et ça, honnêtement, dans l'ancien, ça sera vraiment très complexe de trouver l'adresse précise que vous souhaitez, l'étage que vous voulez et l'exposition. Alors, je fais juste un petit aparté là-dessus parce qu'on ne l'a pas évoqué jusque-là. Et c'est vrai que le neuf a vraiment ce plus-là, c'est de pouvoir choisir. Je rajouterais même que dans le neuf, si vous arrivez très en amont des programmes, vous avez aussi la possibilité de modifier vos plans d'appartement pour les adapter exactement à vos souhaits. Merci à toi, Annabelle, et on va finir sur la valeur verte et de votre les obligations liées à la loi climat et résilience. C'est une info qui doit résonner en ce moment. Alors, je pense que vous êtes au courant, si vous participez à cette visioconférence, c'est que vous avez un attrait pour l'immobilier et donc vous avez forcément entendu parler, c'est obligatoire, de cette loi climat et résilience qui va avoir un impact fort sur l'immobilier pour les années à venir. En effet, 2025-2028, c'est des dates clés dans lesquelles les locations de logements classés F et G, et donc étiquetés comme passoires énergétiques, ne pourront plus être louées. Donc, on sent déjà qu'il y a une résonance là-dessus dans les recherches de nos acquéreurs lors des visites. C'est vraiment une préoccupation majeure aujourd'hui de nos acquéreurs, et à juste titre, qui ont bien compris que ces logements qui sont mal classés ou qui ont des difficultés énergétiques vont être un vrai frein à la location, parce que les locataires ont aussi une forte résonance là-dessus. Ils se questionnent sur le coût mensuel, au-delà de l'impact énergétique, sur le coût que cela représente pour eux au mois le mois. Donc il y a vraiment un vrai sujet sur la table. Lorsque vous achetez dans le neuf, vous vous enlevez ce poids sur les épaules de savoir effectivement quelle va être l'empreinte écologique et l'étiquette énergétique, puisqu'on répond à tous les standards et à toutes les normes actuelles de consommation énergétique. Là où dans l'ancien, il faut vraiment avoir une vigilance accrue sur ces points-là, puisque ça entend réisolation bien souvent par l'intérieur et donc qui grignote un petit peu sur les logements et les dispositions intérieures, mais ça peut être aussi des travaux de plus grande ampleur qui ne sont pas forcément adaptés à votre timing. C'est-à-dire que sur des copropriétés au chauffage au fioul, etc., on peut avoir un bouquet de travaux qui est amené à être voté par les copropriétés pour remplacer une chaudière au fioul, une pompe à chaleur,
pour refaire un ravalement avec une réisolation par l'extérieur ou par une étanchéité de toiture-terrasse, où là, effectivement, soit vous êtes effectivement favorable à ça et ça permet de moderniser la copropriété qui restera toujours des années 60-70 avec son architecture plus ou moins à l'ordre du jour, on va dire, et surtout, on n'a pas la même maîtrise des coûts et de ce qui se réalise. Donc, c'est important de se dire que, pour rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a effectivement une différence notable de prix au démarrage entre le neuf et l'ancien, mais il faut aussi calculer ce qui peut arriver dans les années à venir. La loi climat et résilience et toutes ces lois qui gravitent autour ont aussi mis en place une obligation de plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés, qui précise ainsi les travaux qui vont être amenés à réaliser pour les 10 prochaines années. Si je ne dis pas de bêtises, dans le neuf, on a effectivement les garanties décennales, les garanties de parfait achèvement, etc., qui permettent d'assurer l'acquéreur de ce qu'il détient pour les prochaines années et d'être plus ou moins tranquille tout de même pour les 10-15 prochaines années. Là où dans l'ancien, on inverse un peu la tendance. Au moment de l'achat, on va être dans les années à venir dans l'obligation de fournir un petit peu le carnet de santé de la copropriété et de vous établir clairement quels sont les budgets travaux pour les 10 prochaines années. Et donc, c'est vrai que ça renverse un petit peu le jeu. Et donc, on a vraiment besoin aujourd'hui de vous signaler l'importance de l'attention que vous devez donner, semble-t-il, à la classification énergétique de vos logements. Un vrai enjeu aujourd'hui, c'est sûr, et qui est en train de renverser un petit peu la manière dont on a appréhendé l'investissement locatif jusqu'ici. Et qui bouscule effectivement le marché, qui bouscule certains investisseurs qui ont des biens qui se révèlent être mal classés. Donc nous, on est là aussi pour répondre à vos attentes, à vos besoins. Donc il n'est pas aujourd'hui inopportun de mettre ces logements à la vente, puisque l'obligation se fait en 2025, 2028, donc laissera le temps aux investisseurs désireux de réaliser des travaux et de bénéficier d'un déficit foncier, de pouvoir rehausser l'étiquette énergétique. Et si vous ne sentez pas la force d'aller lancer des travaux de copropriété pour que la copro soit derrière vous ou rénover entièrement un appartement, il peut être judicieux de revendre ce bien et de se réorienter vers un logement neuf qui, en plus de ça, peut vous octroyer, comme on le précisait, des réductions fiscales. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir en fonction, encore une fois, comme on le précise sur le slide, de vos attentes, des besoins et des possibilités de l'investisseur. Tout à fait. Est-ce qu'on donne quelques petits exemples chiffrés pour illustrer tout ça? Alors, après la théorie de la pratique, on va poursuivre avec deux exemples qu'on vous a chiffrés en se basant sur des cas concrets. Je vais commencer par présenter une simulation sur Aix avant de vous emmener en périphérie. Donc, on a comparé aujourd'hui deux biens. On compare deux biens qui sont dans un rayon, donc sur le même cours et dans un rayon vraiment proche. Donc, un 2 pièces neuf vendu donc sur plan, situé cours Gambetta, balcon, parking, ascenseur, écopropriété aux normes, PMR, acoustique, thermique et tout ce qui va avec. Et on compare un T2 de 49 mètres carrés à rénover, donc dans les années 68, si ma mémoire est bonne pour le bâti, cours Gambetta toujours, sans balcon, sans parking, sans ascenseur. Donc il y a beaucoup de 100, mais il y a quand même 9 mètres carrés de plus. Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. On n'a pas possibilité de tout avoir, mais il y a fort à parier qu'un 40 mètres carrés bien disposé, avec un balcon, un ascenseur, un parking, peut avoir tout autant de poids qu'un 49 mètres carrés sans extérieur ni stationnement. Et on a pu voir par le passé, notamment lors de crise sanitaire, qu'il était important de pouvoir prendre l'air aujourd'hui chez soi. Donc, pour revenir aux chiffres, dans le neuf, on s'en sort autour de 355 000 €, quand dans l'ancien, on s'en sort pour 300 000 €, qui est un budget qui comprend l'achat, les frais de notaire et les travaux intérieurs de rénovation, donc électricité, plomberie, cuisine, peinture, etc., donc qui a été chiffré pour à peu près 50 000 € de travaux. On sort sur un comparatif de rentabilité, donc la rentabilité brute dont on vous parlait tout à l'heure, à 2,7% dans le neuf, là où dans l'ancien, on s'approche de 4%. Et on a essayé de vous sortir un effort d'épargne en prenant en considération qu'on joue sur l'effet de levier à maxima et donc qu'on apporte à minima, de capitaux propres. Donc, on a mis une épargne en jeu le moins fort possible pour vraiment faire l'effet de levier, ce qui induit et implique un effort d'épargne mensuel qui est assez fort, puisque dans les deux cas, on se retrouve autour de 700 € par mois. Il faut bien garder en compte que dans nos simulations, on a
quasi pas impacté d'apport personnel. Donc, bien entendu, cet effort d'épargne, si vous souhaitez qu'il soit un peu minoré pour faire un achat plus serein tous les mois, on peut augmenter la part d'apport pour baisser cet effort d'épargne. Donc, on se rend compte qu'on tourne autour de 700 € en incluant dans le neuf la réduction fiscale. Donc, on va utiliser une part de nos impôts qui auparavant étaient versés à l'État pour utiliser à la constitution d'un patrimoine. Et surtout, on se rend compte qu'après 10 années d'exploitation du bien, on va retrouver un gain brut de 177 000 € au moment de la vente, c'est-à-dire que le virement qui proviendra de la vente sera de l'ordre de 177 000 € pour le neuf, de 205 000 € pour l'ancien, et net de charges, d'efforts d'épargne, etc., d'efforts d'épargne, oui, c'est ça, et l'apport qui aura quand même été induit sera de 45 000 € dans le neuf et de 72 000 € dans l'ancien. Donc, le match est là, victoire de l'ancien. Attention cependant, on précise bien que dans l'ancien, là, on vous a fait état d'une coprode de 1968 dans lequel on n'a pas prévu de ravalement ni d'étanchéité de toiture. C'est des sujets aujourd'hui qui reviennent fortement dans toutes les copropriétés qu'on peut avoir de ces années-là. Donc, si on se dit que raisonnablement, en 10 ans, il y aura eu des travaux pour correspondre à la loi climat et résilience et qu'on va chiffrer autour de 15 000 € et qu'on l'impute sur notre gain net réalisé à la revente, on observe que globalement, on sera plutôt autour de 57 000 € que de 72 000. Et donc, en l'occurrence, il faut se poser la question, surtout, de la facilité à la revente. Est-ce que je vais facilement revendre un appartement de 49 mètres carrés qui sera rénové et aux normes de la loi climat et résilience, mais sans balcon, sans parking? Ou est-ce que je m'oriente plutôt sur un appartement neuf qui, certes, sur le papier, rapporte un petit peu moins, et encore que, quelle sera la valorisation dans 10 ans de ces biens qui auront tous les critères attendus? Ce qu'il faut comprendre également, c'est que dans ce cas précis, on est au-dessus des plafonds fixés par la loi Pinel, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on est limité à 300 000 € et 5 500 € par mètre carré sur lequel on peut déduire de l'impôt. Du coup, on ne va pas profiter pleinement de ce dispositif qui est prévu pour favoriser l'investissement et qui aurait rendu cet investissement plus compétitif par rapport à l'ancien. Sur le centre-ville d'Aix, où on est sur des prix élevés, ce n'est pas là que le dispositif Pinel atteint pleinement son objectif. Donc, on va voir effectivement l'exemple de la ville de Lambesc. Et pour compléter ce que dit Annabelle, je pense que le Pinel prend tout son sens sur des communes périphériques et qui permettent d'exploiter vraiment à maxima le processus Pinel. Peut-être qu'effectivement, ces emplacements d'exception Courgambetta en cœur de ville sont plutôt intéressants pour du démembrement de propriété voilà, ou du résidence principale ou du LMNP dans le neuf. Tout à fait. Alors, passons à présent sur Lambesc. Donc, on se situe à Lambesc. Là aussi, on a pris deux exemples de biens comparables, de T2. Dans le neuf, 40 mètres carrés avec parking et balcon. Dans l'ancien, 40 mètres carrés à rénover, auquel on a ajouté un parking. Donc, on est dans le neuf sur un montant d'investissement de 110 000 € environ. Et dans l'ancien, on va prendre le coût d'acquisition de l'appartement, les travaux à effectuer dedans, le parking à ajouter. On a des frais de notaire à 8% comparé à 2,5% dans le neuf. Et donc, on va arriver à 195 000 €. Concernant les loyers et la rentabilité brute, on est parti sur le plafond Pinel plus parking, puisque je vous disais, les loyers Pinel sont plafonnés par la loi, mais vous pouvez y rajouter le coût de la location du parking. Et donc, on est à 5 595 € et on a considéré qu'à Lambesc, dans l'ancien, le loyer de marché était quasiment équivalent au loyer Pinel. Donc, on est sur des taux de rentabilité beaucoup plus proches, à 3,6% dans le neuf et 3,9% dans l'ancien. Concernant l'effort d'épargne que va nécessiter cet investissement, là aussi, on a mis le minimum d'apport personnel. Et donc, on est à environ 700 € d'effort d'épargne dans le neuf et environ 600 € d'effort d'épargne dans l'ancien. Sauf que là, le dispositif Pinel va s'appliquer pleinement, vu qu'on est en dessous des 300 000 € et en dessous de 5 500 € du mètre carré. Et donc, on va avoir 300 € de réduction d'impôt par mois du Pinel pour un engagement j'en ai parti sur 6 ou 9 ans.
d'engagement. Donc, ça va réduire à 380 € notre épargne d'épargne mensuelle. Et c'est là que toute la différence va se faire quand on va regarder la rentabilité à la fin de l'investissement, donc le gain réel à la fin de notre investissement, puisque le gain brut à la revente, ce sera 90 000 € pour le neuf, 101 000 € pour l'ancien. Mais si on déduit l'apport personnel et l'effort d'épargne qu'on a réalisé pendant ces 10 années, ben, le gain réel que vous aurez effectué, c'est 34 000 € dans le neuf et 20 000 € dans l'ancien. Donc, on voit bien avec cet exemple qu'en choisissant bien la localisation, l'emplacement de votre investissement Pinel, on peut arriver à des rentabilités in fine supérieures dans le neuf à l'ancien. Et des efforts d'épargne qui peuvent être modulés, encore une fois, puisqu'on est dans ce cas précis sur 380 € grâce à l'avantage Pinel. C'est un effort d'épargne qui peut être minoré quasiment de moitié, hein, en ayant un apport un petit peu plus conséquent et sans pour autant basculer dans le déraisonnable. Exactement, tout à fait. Voilà, 2 points de situation qui permettent d'y voir un petit peu plus clair et qui sont encore une fois affinés en fonction des uns et des autres. Donc on en arrive au mot de la fin avant de vous laisser nous poser vos questions, vos interrogations. Et alors on va écouter Annabelle nous faire cette belle conclusion et voir les conseils d'Annabelle. Alors, la conclusion, elle est simple, hein. La première chose, c'est que ce soit dans l'immobilier ancien et dans l'immobilier neuf, l'investissement immobilier reste toujours une valeur refuge et un excellent investissement pour se constituer du patrimoine et le transmettre, hein, grâce à l'effet de levier à l'emprunt bancaire. Donc, c'est un investissement qu'on ne saurait que vous conseiller. Pour vous orienter au mieux par rapport à notre thème aujourd'hui entre investissement ancien ou neuf, notre conseil, c'est clairement de vous poser les bonnes questions et d'identifier clairement en amont quels sont vos objectifs d'investisseur, quelle est la disponibilité que vous avez pour cet investissement. Et c'est ça qui vous permettra de vous orienter vers l'un ou l'autre de ces investissements. Pour compléter ce que dit Annabelle, il faut effectivement ne pas avoir peur de l'investissement locatif et vraiment l'orienter en fonction de son propre prisme. Tout le monde peut se lancer dans l'investissement locatif, chacun à son niveau et à son étape en fonction de ses moyens, de ses attentes et de ses besoins. Effectivement, il faut un petit peu d'apport pour pouvoir se lancer dans l'investissement locatif, pour pouvoir ou régler les frais de notaire ou anticiper quelques travaux ou autres. Mais il est important aujourd'hui de bien réfléchir sur l'investissement locatif de manière générale, qui est un des seuls moyens à constituer un patrimoine et à pouvoir bénéficier d'un effet de levier qui ne se fera pas de toute façon de manière naturelle sur une épargne classique. Le seul moyen effectivement de passer par là, c'est de souscrire à l'emprunt pour pouvoir effectivement constituer un patrimoine immobilier. Mmh. On a fait le tour concernant de la présentation qu'on vous a réservée ce soir. Donc, on vous invite peut-être à nous faire part de vos interrogations, de vos questions. Est-ce qu'Annabelle aurait un dernier conseil pour nous ou est-ce que le tour est fait? De prendre contact avec nos conseillers spécialisés hein, qui seront toujours à votre écoute et vous conseiller sur les meilleurs investissements possibles sur le pays d'Aix. Ce qui reste un très bon conseil. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez dès à présent des questions, vous pouvez les noter, comme l'a fait notre participante tout à l'heure. N'hésitez pas à inscrire dans Conversation vos interrogations ou à lever la main si vous préférez prendre directement la parole. Et quoi qu'il en soit, on vous remercie sincèrement de votre participation, de votre confiance en vous présentant à cette vidéoconférence. Merci à tous. On a prévu d'envoyer cette conférence à chaque personne qui était présente. Et surtout, n'hésitez pas, merci Olivier de votre remerciement, n'hésitez pas à prendre contact, soit avec Annabelle, soit par mes propres coordonnées. On se fera un plaisir de vous réserver des créneaux, de vous recevoir dans nos agences ou à votre domicile si vous le préférez, pour répondre à vos besoins, à vos questions et pour adapter nos solutions à vos situations. Voilà, on était ravis de vous partager notre expertise et je pense qu'on reproduira ce type d'expérience sur différents sujets. Alors n'hésitez pas, comme le dit Annabelle, on va renouveler probablement l'expérience qui était fort intéressante pour nous. J'espère que ça l'était pour vous aussi. N'hésitez pas s'il y a des thèmes sur lesquels vous souhaitez nous interpeller. On
a cru lire tout à l'heure du LMP. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les noter en conversation, à nous les faire suivre par SMS, par email, puisqu'on se fera un plaisir voilà, de continuer l'échange avec vous et de vous apporter un maximum d'infos sur les sujets qui vous intéressent. Allez, bah, on va clôturer cette webconférence. Encore un grand merci à tous. Et puis, bah, à très bientôt au sein de nos agences. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une dernière question qui semble s'écrire. On va donc attendre quelques minutes de plus. On peut rester effectivement avec vous. Je vois que Natacha a levé la main. Natacha, est-ce qu'il y a une question particulière? Si oui, tu peux effectivement prendre la parole. On te laisse le micro. Merci à tous, en tout cas pour vos remerciements. Pas de questions? Pas de questions, c'était une fausse manip. Et bien, on vous souhaite à tous en tout cas une très bonne soirée. Merci de votre participation. Excellente soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.